Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, faut-il taxer les riches pour financer la sortie de crise? À l'Assemblée, les Insoumis défendent une proposition de loi en ce sens. Aux États-Unis, Joe Biden a déjà tranché. Les entreprises qui voient leur chiffre d'affaires s'envoler avec l'épidémie devront mettre la main au porte-monnaie. Emmanuel Macron est-il prêt à emprunter cette voie? Notre grand débat est à suivre. Il n'y aura pas de QR code pour aller au restaurant. On va s'arrêter ce soir sur le pass sanitaire en cours d'examen à l'Assemblée. Il ne sera exigé que dans les lieux de brassage de plus de 1000 personnes. Pourquoi ce choix? À l'opposé du modèle israélien et américain, ce sera notre décryptage. Enfin, notre grand témoin ce soir fait partie de ceux qui réveillent l'hémicycle. Certains le voient déjà comme l'héritier de Jean-Luc Mélenchon. Il dialoguera entre autres sur la laïcité avec le politologue Patrick Weil. Adrien Quatennens est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. #CVR, n'oubliez pas, place au débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de partager votre soirée avec la nôtre. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député La France Insoumise du Nord, numéro 2 du parti. Vous défendez ce soir, juste après cette émission qui est en direct avec vos collègues insoumis, plusieurs propositions de loi, dont celle dont on parle dans ce débat, l'instauration d'une taxe sur les profiteurs de crise. On en parle ce soir avec vous, Marie Lebec. Bonsoir. Député La République En Marche des Yvelines et membre de la Commission des Finances. L'économiste Jean-Hervé Lorenzi, qui préside le Cercle des économistes, va nous rejoindre dans 2 minutes, tout juste après le billet de Blacko. Bonsoir Stéphane. C'est moi ça. Taxer les riches, c'est pas nouveau, mais cette idée fait son chemin parce que la crise, bien sûr, rebat les cartes. Si j'ai bien compris, Stéphane Blakowski, tout de suite. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, c'est pas la crise pour tout le monde. Ça, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus, sur ce point de départ, puisque d'un côté, il y a 1 million de Français, nous dit-on, qui ont basculé dans la pauvreté. C'était l'objet d'un article du Monde en octobre dernier. Et puis de l'autre, il y a une autre partie des Français, les plus riches, nos milliardaires par exemple, qui eux ont profité de la crise. Donc Attaque a mené une campagne là, pour dénoncer l'enrichissement en 2020 de nos milliardaires. Donc on prend 4 d'entre eux. Vous voyez, on obtient donc une augmentation de leur richesse de 100 milliards, ce qui correspond au plan de relance prévu par le gouvernement. Donc forcément, ça pose une question. Et la question, c'est faut-il taxer les plus riches pour sortir de cette crise? Bonne question, Myriam. Évidemment, merci de me l'avoir posée, ça c'est évident. Faut-il taxer les riches? D'ailleurs, c'est l'opinion d'Adrien Quatennens de La France Insoumise qui est là. Et il y a un tweet qu'a posté Mélenchon récemment, je crois que c'était fin avril, sur l'enrichissement de nos milliardaires ces 10 dernières années. Donc vous voyez que la France est un pays où les milliardaires sont vraiment bien accueillis, il fait bon vivre pour eux, puisque c'est dans notre pays que les milliardaires se sont le plus enrichis. On ne compte pas la Chine qui était aussi dans le tableau, mais en tout cas parmi les pays occidentaux. Donc finalement, on comprend maintenant la colère de Mathilde Panot qui va défendre ce soir une proposition de loi pour taxer les profiteurs. On l'écoute. Vous ne pouvez pas dire sans cesse aux mêmes de serrer les dents encore un peu quand une poignée s'engraisse sans scrupule et aux yeux de tous. Voici le sens de notre proposition. Arrêtez ce délire qui consiste à laisser les entreprises se gaver sur le malheur national. Voilà, le problème, c'est que le gouvernement dit non. Pas question d'augmenter les impôts des plus riches. Alors, non seulement des plus riches, mais alors d'augmenter les impôts de qui que ce soit. Non, on n'augmente pas les impôts, c'est le credo de Bruno Le Maire. Il a dit, tant que je serai à Bercy, pas d'augmentation des impôts. Alors forcément, après ce qu'on a vu, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi, monsieur le ministre? Réponse de monsieur le ministre. La France est tout simplement le pays qui taxe le plus de tous les pays développés. Et donc pour moi, la seule direction qui nous permettra de retrouver de la croissance, de la prospérité, c'est celle qui consiste à éviter toute solution de facilité comme l'augmentation des impôts. Alors, vous voyez, il dit ça sur un ton assez mesuré à la Bruno Le Maire, mais notre président, lui, qui est toujours un peu plus peut-être provocateur parfois, lui, carrément, il a dit aux journalistes de la presse régionale qu'il se félicitait d'avoir supprimé l'ISF, que cet impôt était une aberration. Donc, on a clairement l'impression que dans son esprit, l'idée de taxer les plus riches, c'est vraiment une lubie gauchiste. Vous savez, ceux qui sont complètement déconnectés des réalités économiques, par exemple. Oui, sauf que cette fois-ci, les Insoumis ne sont pas les seuls à réclamer cela. Alors, ils ne sont pas les seuls, puisque Jean-Luc Mélenchon, pour une fois, est sur la même ligne que le président américain, Biden en l'occurrence, et le FMI. C'est-à-dire que Biden, lui, veut taxer les riches. Vous voyez, c'était encore dans la presse ces derniers jours. Et pareil au FMI, qui est
pas non plus un groupuscule anticapitaliste, hein, pareil, qui pense que les riches devraient, notamment ceux qui ont profité de la crise, contribuer à la relance. Et vous, qu'en pensez-vous, Stéphane? Est-ce qu'il faut les taxer ou pas, les riches? Moi, je pense que si le FMI dit que c'est possible, c'est que ça ne doit pas être une aberration non plus, mais au-delà du côté purement économique, il y a aussi le côté symbolique. C'est Laurent Berger qui en parlait l'autre jour sur France Info, à votre micro d'ailleurs, où voilà, il faisait une référence à une autre situation. J'ai un souvenir lorsque la cathédrale Notre-Dame a brûlé, une espèce d'afflux de grandes fortunes qui disaient pour sauvegarder notre histoire et nos patrimoines, ben, je suis prêt à contribuer. Là, ce dont il est question, c'est de notre avenir et de nos valeurs en termes d'égalité, de solidarité et presque de fraternité. Donc après, si on veut être pragmatique, bon, bah, soyons pragmatiques, hein. Quand on veut faire appel au bon cœur des riches, la meilleure manière, c'est de les taxer. Merci Stéphane. Je vais commencer par vous, Adrien Quatennens, et vous nous direz au fond pourquoi on a l'impression que le président est complètement sourd à cette proposition. C'est qui les profiteurs de crise que vous voulez taxer? Alors d'abord, c'est une poignée de personnes. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt la masse de ce que vivent nos concitoyens. On atteint tous les records actuellement. Il va y avoir bientôt 12 millions de pauvres en France. C'est un océan de pauvreté. 7 millions d'inscrits à Pôle emploi, c'est un record aussi depuis janvier 2021. 300 000 personnes à la rue. Donc on a cet océan de pauvreté qui s'étend et apparaît au grand jour le fait qu'il y a un lien. Vous savez, des fois quand vous dites aux gens la richesse, la pauvreté, les gens vous répondent de bon cœur « j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des riches, mais c'est insupportable de voir cette pauvreté ». Mais oui, on découvre en fait qu'il y a un lien entre les deux. S'il y a une hyper-accumulation de la richesse produite entre quelques mains, c'est la pauvreté qui s'étend dans les circonstances que l'on voit, ces jeunes qui font la file d'attente devant les banques alimentaires, etc. Alors pour être bien clair, vous avez cité donc là, c'est ceux qui ont fait des bénéfices pendant la crise que vous voulez taxer. Il y a une hyper-accumulation, vous l'avez dit, les riches, les milliardaires français sont les plus riches d'Europe. On a vu quelques chiffres que vous avez projetés, par exemple, Bernard Arnault, 62 milliards d'euros de plus pendant la crise. Myriam Ankhawa, est-ce que vous arrivez à vous matérialiser ce que c'est qu'un milliard? Moi, franchement, j'ai du mal. Donc imaginez 62 milliards pour une personne pendant la crise. Oxfam, l'ONG, avait fait ce petit calcul assez drôle, mais qui permet finalement d'être pédagogique sur ces milliards dont on parle. Ils avaient dit, c'est bien simple, si une personne avait pu, depuis le jour de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, économiser 8 000 euros par jour, vous mesurez l'improbabilité de la chose, aujourd'hui, elle n'atteindrait qu'à peine 1% de la fortune de M. Bernard Arnault. Voilà. Bon, donc on a cette hyper. On a compris les échelles de grandeur, si j'ose dire. Voilà. Et donc c'est ceux qui ont profité en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices. Par exemple, Sanofi, 340% de hausse du bénéfice net. La grande distribution aussi a fait beaucoup de profits pendant cette crise, et on le comprend tout à fait. Les géants du numérique, Vivendi aussi, tout ce qui est offre de divertissement. Alors d'abord, on ne dit pas les entreprises, parce que derrière le vocable d'entreprise, il y a des réalités extrêmement différentes. Je ne confondrai jamais la grande multinationale du CAC 40 avec la petite PME ou l'artisan du coin. Première chose à dire. Par exemple, les entreprises du CAC 40, Myriam Ankhawa, 100% d'entre elles bénéficient des aides de l'État, d'accord, et elles s'apprêtent en 2021 à verser 51 milliards de dividendes à leurs actionnaires, c'est-à-dire le record de 2019, alors que beaucoup d'entre elles suppriment des emplois et ont des activités dans les paradis fiscaux. Oui, alors ça, c'est un autre sujet. Notre proposition de loi est la suivante. Vous savez, en 1916, à l'Assemblée nationale, il y avait une loi qui s'appelait une loi sur une taxe sur les profiteurs de guerre. On s'est inspiré de cette colonne vertébrale pour une proposition de loi qui est une taxe sur les profiteurs de crise. Après la Première Guerre mondiale, il fallait reconstruire le pays. D'abord, ça concerne les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions. Donc, c'est les grosses entreprises. Donc, le CAC 40. Il s'agit dans la proposition de loi de comparer les bénéfices réalisés avant le Covid, N-1 du Covid, et la période de la pandémie. Si on s'aperçoit qu'entre les deux, il y a un surplus de bénéfices, ce qui veut dire que donc ces entreprises ont profité de la crise, alors c'est ce surplus de bénéfices à 50%, on vient taxer à hauteur de 50%. Vous le prenez. Exactement. 50%. Mais juste d'un mot pour terminer, ça c'est pour les entreprises. Maintenant pour les personnes, y compris celles que vous avez citées. Nous, ce que nous croyons, parce que j'entends souvent le ministre de l'économie, finalement il essaye de faire peur aux Français en disant on ne touchera pas aux impôts. Mais en fait le problème c'est pas les impôts en général, c'est les impôts pour qui et à quelle proportion. Évidemment qu'on ne va pas augmenter les impôts des personnes qui ont le moins. Vous voyez, nous proposons un système à 14 tranches d'impôts pour répartir l'effort entre tous, mais ça produirait cet effet, c'est important de le dire. Une réforme fiscale à la clé, en plus de cette proposition de loi sur les entreprises. Avec la proposition que nous formulons de réforme fiscale, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, par exemple, paieraient moins d'impôts. Il faut le dire. Alors,
je vais vous demander votre avis tout de suite, Marie Lebec, mais d'abord, je salue Jean-Hervé Lorenzi. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes économiste et vous présidez le Cercle des économistes. Vous êtes un peu l'arbitre de ce débat d'une certaine manière. Mais d'abord, la parole à la majorité. Franchement, est-ce que c'est facile de tenir la position de la porte close sur ce débat aujourd'hui? On ne va pas revenir sur la pauvreté, sur les jeunes qui traversent une très grande difficulté. Même sur le plan symbolique, même si ça ne suffisait pas évidemment à financer la sortie de crise et la relance, pourquoi s'opposer à une taxe, même exceptionnelle, sur les plus grandes fortunes, les entreprises qui ont fait des bénéfices pendant cette période? Déjà, il y a quand même une réalité qui a été très bien démontrée par Bruno Le Maire, c'est qu'en France, quand vous créez 100 € de richesse, vous êtes à peu près taxé à hauteur de 50% de cette richesse créée. Ensuite, moi j'entends qu'on spamme devant Joe Biden qui dirait qu'il veut bien augmenter les impôts aux États-Unis, et notamment une contribution pour les plus riches. Il faut quand même rappeler l'écart monstrueux qu'il existe entre la taxation, et notamment qui est l'héritage de Donald Trump, des entreprises et des acteurs économiques aux États-Unis, et la réalité de ce que connaissent les entreprises françaises. Plutôt, c'est pas du tout les mêmes rapports, et je crois qu'il ne faut pas comparer deux situations. Ensuite, c'est un engagement que nous avons pris depuis le début du mandat, et particulièrement pendant cette crise. C'est l'engagement qui consiste à dire nous n'augmenterons pas les impôts des Français. Et je suis contente, Adrien Quatennens, quand vous dites nous on veut pas augmenter les impôts, on veut pas créer de nouvelles taxes, mais nous on les a même baissés, puisque la principale les principales gains. En fait, c'est juste que ça dépend pour qui. Il faudrait une réforme fiscale plus juste. Mais là, on va rester sur la question des hyper riches, parce que sinon, on ne va plus rien comprendre. On a, pour notre part, engagé depuis le début de ce mandat une baisse importante des impôts, et notamment pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, parce que ça leur redonne des gains de compétitivité et ça leur permet ensuite d'aller innover, d'aller conquérir de nouveaux marchés. C'est quand même ça la réalité économique aujourd'hui. C'est-à-dire quand on rend des impôts, il y a certes une part qui est reversée aux actionnaires, à la fin, mais ce sont des emplois ou des salaires qui augmentent. C'est ce que vous voulez dire. C'est intéressant parce que ça s'appelle le ruissellement, et on va vous montrer un sujet tout à l'heure sur Joe Biden qui a eu un mot justement sur cette théorie. Au fond, quand on baisse les impôts, on ramène l'investissement et in fine, c'est du social à la clé des emplois. Jean-Hervé Lorenzi, on va parler des États-Unis dans un instant, mais quand on va voir ce qu'a fait déjà Biden, mais même le FMI dit qu'il faut regarder cette question des plus riches dans cette période. Comment vous l'expliquez déjà? Non mais attendez, excusez-moi, on va être quand même obligé de parler de Joe Biden parce que c'est très important ce qui se passe. Je vais vous montrer un sujet juste après. Je sais. Là, je voudrais non, mais on ne peut pas rien comprendre. Alors, si on ne comprend pas qu'il y a une espèce de basculement idéologique qui est en train de se passer, qui succède à 40 ans d'idées majoritaires que plus on baissait les impôts, mieux ça valait. C'est des positions que certains défendent. Je ne sais pas, pour le moment, je prends pas de position. Je dis la période Reagan, Thatcher, etc. C'est une période qui est finie. C'est fini. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Un tournant majeur dans la politique économique. Non, c'est pas un tournant majeur. C'est un tournant incroyable. Dans l'idéologie du fonctionnement en tout cas des pays de l'OCDE. C'est incroyable. Ce ça veut dire quoi? Comment vous pouvez l'expliquer? Attendez. Vous me posez la question, je réponds. Allez-y. Il se trouve que Biden, moi je ne connais pas, mais je connais bien Janet Yellen comme académique. C'est une très très grande académique. La secrétaire au Trésor. Et donc, qui a été avant ça patronne de la Fed, de la Banque centrale américaine. Quand elle dit il faut que nous allons proposer au G20 que l'ensemble des entreprises dans le monde payent un impôt minimum. Vous voyez bien que c'est quelque chose qui est très étonnant. C'est même incroyable qu'elle ait sorti ça. Je voulais garder ça pour la fin, mais allez-y. Une sorte d'impôt mondial minimal sur les entreprises. Bien sûr. Parce que la discussion en France, elle va quand même suivre le reste de la discussion du monde. Question toute simple. Vous pensez que Emmanuel Macron finira par s'aligner, ou même dans l'Union européenne, on finira par suivre cette question de la fiscalité des plus riches? Non, attendez. On l'a attaqué sur les GAFA. C'est-à-dire les gens qui aujourd'hui profitent des paradis fiscaux ou de mécanismes. Moi, dans un bouquin, j'ai écrit le mécanisme de ce qu'on appelle le sandwich hollandais. C'est quand même croquignolesque. Donc, ils ne payent pas d'impôts, ils en payent très peu. Donc, évidemment, n'importe quel individu qui soit plutôt de votre opinion ou de votre opinion pense que c'est pas normal qu'il ne paye pas d'impôts. Donc, ça, c'est évident que ça va changer. Évident. Après, deuxième question, c'est l'opportunité aujourd'hui, au moment où on ne sait pas bien ce qui va se passer. Moi, je ne suis
pas d'un optimisme absolu. D'ailleurs, les chiffres que vous avez cités sur la pauvreté et sur le chômage sont, en tout cas, posent problème. Je me dis, mais je suis fabriqué comme ça, que aujourd'hui, je ne ferai pas de réforme fiscale aujourd'hui. Maintenant, sur le fond, le monde entier, et la France donc, se trouve confronté à un problème va se retrouver confronté à un problème quand même majeur de ce qu'on appelle les déficits fiscaux. Moi qui personnellement m'ont pas trop gêné dans les 20 dernières années. Attendez, juste pour bien comprendre, les déficits fiscaux, oui, c'est quoi? Les déficits, les déficits publics. Les déficits publics. Il va falloir et donc, le rembourser. À un moment, on ne va pas le rembourser, on le remboursera dans les faits. En tout cas, il va falloir abonder un minimum. La question sera posée. Donc, est-ce qu'elle sera posée dans 2 mois, 3 mois ou 27 semaines? J'en sais rien du tout. Mais c'est évident que ce sera posé. Donc, il y a des évidences dans cette affaire et elle part des États-Unis, parce que si les États-Unis... on va y aller alors tout de suite aux États-Unis. Oui, mais il faut quand même... on y va tout de suite. Juste un mot, cette proposition de loi, vous faites partie du groupe d'opposition de gauche, a peu de chances d'être adoptée, mais simplement pour savoir, elle rapporterait combien à l'État pour la solidarité nationale? Ça dépend, il faut d'abord qu'on évalue pour chaque entreprise le surplus de bénéfices. Donc c'est difficile à dire à cet instant, il faut qu'on regarde pour chaque entreprise concernée. Mathilde Panot a parlé de 6 milliards. C'est beaucoup, mais on pourrait faire bien au-delà en plus si on allait également à la réforme fiscale qu'on appelle de nos voeux. D'accord, parce que c'est beaucoup et en même temps c'est très peu au regard moi il y a une chose que je veux dire, de la dette qui se y compris pour sortir du débat un peu manichéen sur le thème, en gros, il y a ceux qui aiment les riches, ceux qui les aiment pas. C'est pas le sujet. J'entendais à l'instant Marie Lebec parler de compétitivité. On peut s'interroger sur ce que veut dire ce terme, compétitivité. Est-ce que compétitivité, ça veut dire faire le plus pointu, le meilleur pour l'avenir? Est-ce que c'est investir pour la suite de ce que nous avons à faire? On a de grands défis face à nous. Il n'échappe à personne qui a le défi climatique, il va y avoir besoin de beaucoup de savoir-faire, d'investissement, etc. Non, aujourd'hui, être compétitif, c'est quoi? Quand c'est ce grand mot-là qui est utilisé tout le temps, qui claque dans la bouche de nos ministres. Compétitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire à moindre coût, point barre. Et donc, ça veut donc dire que c'est toujours le moins-disant social et le moins-disant environnemental. Marie Lebec, c'est inexact. Voilà. Marie Lebec, c'est inexact. Et juste, je termine mon développement en disant que, typiquement, par exemple, vous voyez... C'était intéressant d'avoir un échange, parce que sinon, on n'arrive plus à suivre le fil. Ceux qui nous regardent, compétitivité, sinon, c'est très court, c'est compliqué. Moins-disant social ou pas? Vous voyez juste l'exemple. Je citais tout à l'heure les entreprises du CAC 40 et je disais qu'elles allaient verser 51 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Vous savez que c'est plus que leurs bénéfices. C'est-à-dire qu'elles vont verser plus de milliards à leurs actionnaires que de bénéfices. Donc ça prouve quoi? Qu'elles puisent dans leur trésorerie et dans les aides de l'État, non pas pour investir dans l'avenir, mais pour rémunérer à court terme des actionnaires. Alors ça, c'est dans le débat depuis vraiment quasiment depuis le début de la crise. Vous en parlez, on va revenir sur la question de la taxation. Mais c'est vrai qu'au fond, le débat, il est là. Vous vous dites compétitivité, les investisseurs étrangers sont revenus avec la politique économique que vous menez. Ça, c'est vrai quand on regarde les chiffres, pas cette année, bien évidemment, puisque c'était la crise. Et ça n'est pas aussi une manière au fond, de faire du moins-disant social? Non, moi je crois pas. Je crois que ça, c'est un peu une vision simpliste de ce qu'est la compétitivité. Aujourd'hui, quand vous discutez, moi ce matin par exemple, j'ai été à un échange avec France Industrie et on parle du texte climat-résilience dont on a beaucoup débattu. L'idée, c'est de dire la compétitivité, c'est aussi permettre aux entreprises de faire de la recherche et développement. Et je prends 2 secteurs qui connaissent une crise particulièrement forte en ce moment, l'automobile et l'aéronautique. L'aéronautique aujourd'hui travaille sur quoi? Sur l'avion vert. La flotte dans le monde de l'aviation, elle ne va cesser de se développer, elle ne va cesser de s'étendre. Il y a une forme de mouvement en Europe, peut-être un peu au ralentissement de la consommation de l'avion, mais c'est pas vrai en Chine, c'est pas vrai aux États-Unis. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le rail est très faiblement développé. Et donc, si vous avez un géant français, un leader mondial dans l'aéronautique qui arrive à développer l'avion vert, qui est l'avion de demain, eh ben, je peux vous dire que c'est aussi un écosystème qui va développer. On va revenir à nos questions de fiscalité et de revenus très élevés. Il faut que la France ouvre la voie de la bifurcation écologique, mais on ne le fera pas avec une loi climat. Vous n'avez d'ailleurs pas repris tout à l'heure, les propositions de la Convention. Jean-Hervé Lorenzi nous a parlé d'un tournant incroyable aux États-Unis. Figurez-vous qu'il y avait même un mouvement de multimilliardaires aux États-Unis pour dire taxez-nous avant la crise sanitaire. Et oui, eh bien, Joe Biden l'a fait. Le nouveau président américain a créé la surprise devant le Congrès en annonçant toute une série de nouveaux impôts. On voit ça dans le détail avec Rabika. Et je vous repasse la parole, Jean-Hervé Lorenzi, juste après. Il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part. Leur juste part.
Taxer les plus riches, c'est la nouvelle ligne de conduite à la Maison-Blanche. Joe Biden est bien décidé à faire payer ceux qui se sont enrichis pendant la crise du Covid-19. 650 personnes ont augmenté la richesse de plus de 1000 milliards de dollars au cours de cette pandémie. Leur richesse vaut maintenant plus de 4000 milliards de dollars. Mes chers compatriotes, la théorie du ruissellement par le haut n'a jamais fonctionné. Il est temps de faire grandir l'économie en partant du bas. Et pour récupérer l'argent des plus riches, Joe Biden prévoit de faire passer le taux maximal d'imposition de 37 à 39,6%, une augmentation qui devrait rapporter 700 milliards de dollars sur 10 ans. Des taxes supplémentaires pour financer son ambitieux projet d'aide aux familles. 1800 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans, avec en priorité l'accès à l'éducation. Le président démocrate plaide pour la gratuité de la maternelle et des 2 premières années d'études dans certaines universités. Autre avantage pour les classes moyennes, des crédits d'impôt pour couvrir les frais de garde d'enfants. Des annonces qui font suite à un plan de relance de 1900 milliards de dollars pour aider les familles américaines victimes de la crise. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden s'inscrit à rebours de son prédécesseur. Début avril, pour financer son plan d'investissement de 2000 milliards de dollars dans les infrastructures, il annonce l'augmentation des impôts pour les entreprises, passant de 21 à 28%. Donald Trump les avait fait baisser de 35 à 21%. Sur sa lancée, le président américain s'attaque également aux multinationales. Il entend leur imposer un taux minimal d'imposition de 21% au niveau mondial. Cela concernerait toutes les grandes entreprises, quel que soit le pays où est installé leur siège. L'objectif, en finir avec les systèmes d'optimisation fiscale pour échapper à l'impôt. Les GAFAM en sont les champions du monde. Cette politique de taxation des entreprises et des Américains les plus riches a vivement été saluée par le FMI. Jean-Hervé Lorenzi, avec ce mouvement-là qui est en train de s'opérer, évidemment ce sont les Américains qui sont directement concernés, mais on voit bien qu'il y a une forme de message à l'échelle de la planète. Est-ce qu'il va y avoir une bascule, vous disiez idéologique, pour l'ensemble des pays occidentaux de l'OCDE ? C'est pas il va y avoir, il y a une bascule. Elle aura lieu, bien sûr, parce que si vous voulez, quand les Américains disent qu'ils sont quand même pas soupçonnés d'être fondamentalement opposés au marché, disent qu'il faut modifier les choses. Et puis la situation qui est quand même extrêmement compliquée, personne ne sait, il n'y a pas un économiste sérieux au monde qui sait ce qui se passera dans 2 ans. Donc tout ça fait... Donc Macron y viendra s'il est rentré en campagne. Donc l'Union européenne y viendra. C'est là où il faut voir d'où on part, où on va, etc. Mais revenons en France. Moi en France, aujourd'hui, je suis d'abord soucieux d'augmenter le plan de relance, de voir comment on peut le... C'est acté, ça. C'est acté. En octobre, le plan de relance va être abondé. Il va y avoir un deuxième plan de relance. C'est qu'il soit réellement lancé. C'est-à-dire qu'on dépense l'argent, qu'on le dépense. Ce qui n'est pas tout à fait... Non, c'est pas tout à fait le cas pour le moment. Pour le moment, mais enfin, en tout cas, ce plan de relance, moi, je suis obsédé de l'idée qu'on relance l'économie française. Nous sommes très nombreux comme ça n'a rien d'exceptionnel. Après, le monde entier va se trouver confronté à un problème de dette. Je suis aussi convaincu que l'équilibre que l'ensemble du monde, et la France en particulier, a dans l'ensemble de ses revenus, qu'évidemment ça va changer. C'est dans la... Voilà, donc ça peut... Évidemment, ça va changer. Moi, je répète sous terre à ce moment-là, mais ça va changer. C'est tout ça. Et personne n'a de solution aujourd'hui. C'est un problème de simple logique. C'est pas une question ni politique ni rien. Personne n'a la queue d'une idée sur la manière dont, en réalité, on rembourse. Alors ça, c'est intéressant de vous entendre là-dessus, parce qu'on est un petit peu, au-delà des frontières du Palais Bourbon, là. Comment vous regardez ce mouvement ? Et au fond, est-ce que, franchement, vous pouvez, vis-à-vis de vos électeurs, vis-à-vis des Français, dire on ne va pas prendre l'argent là où il se trouve ? Quand on regarde les multimilliardaires qui ont
augmenter encore leur fortune. Déjà, il faut comparer ce qui est comparable quand on parle du modèle américain et qu'on parle du modèle français. On est à des années-lumière. Je veux dire, moi, on a des Français qui sont rentrés. Je vous montre le classement Forbes. Oui, non, mais je dis pas qu'il y a pas des Français qui sont le patron de Moderna, par exemple. Ça, c'est les 3 principales premières fortunes. Mais Stéphane Bancel de Moderna, Olivier Pommel de Datadog, François Feuilleté de Trigano, ça, c'est des camping-cars. Et enfin, Yann Loïc Martin, administrateur des laboratoires d'analyse scientifique Eurofin. Tout ça, ce sont des Français qui sont rentrés dans le classement Forbes des plus grandes fortunes du monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Français qui ne s'enrichissent pas, ce serait inexact. Mais c'est des entreprises derrière. Non, oui, et des entreprises qui ne s'enrichissent pas. C'est une réalité qui est liée à la crise. Mais je crois qu'on se regarde beaucoup avec les États-Unis. Il y aura peut-être un mouvement mondial. Je trouve que ce débat a le mérite au moins d'être posé. Mais nous avons pris un engagement très clair sur le fait de dire on ne montera pas les impôts, on ne créera pas de taxes nouvelles. Et en gros, le plan de relance sert à redynamiser la croissance. Et encore une fois, donc il n'y aura pas ce genre de mesures fiscales dans la campagne. Vous en êtes certaine? Je ne sais pas Emmanuel Macron se le président proposera dans le cadre de sa campagne. Mais par contre, je trouve que c'est pas heureux de se comparer avec les États-Unis parce que les États-Unis, ils n'ont pas du tout le même niveau d'imposition. Et au-delà de la question du niveau d'imposition, de quoi on parle? C'est le modèle de protection sociale. En France, on a, et c'est heureux, un modèle de protection sociale qui vous permet, si on reprend les exemples des États-Unis, d'envoyer vos enfants toute leur vie gratuitement à l'école, de se faire soigner. Ça n'est pas comparable. L'État-providence français est beaucoup plus social que les Américains. Quand on a Joe Biden qui dit « je vais augmenter les impôts », oui, il tend vers le modèle européen. Quand il dit « trickle down doesn't work », quand il dit « le ruissellement, ça ne marche pas », il se trompe? Mais on ne parle pas de la même chose. Je pense que Joe Biden, il analyse ça dans le sens où il n'y a pas de modèle de protection sociale aux États-Unis d'aucune sorte. Vous payez vos universités, vous payez vos écoles, vous payez votre sécurité sociale. Donc oui, effectivement, aux États-Unis, le ruissellement, ça ne marche pas. Nous, ce dont on parle, c'est de dire, effectivement, si vous avez des entreprises qui s'enrichissent, qui créent de la richesse plutôt, d'ailleurs c'est plutôt ça le terme exact, eh ben, elles sont en capacité d'investir, elles sont en capacité d'innover, elles sont en capacité d'ouvrir de nouveaux sites et de créer des emplois. Hervé Lorenzi. Je pense qu'il n'y aura pas... Vous avez posé une question. Est-ce que Macron va changer? Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je crois que la bagarre ne va pas porter, pardon, d'aller un peu décevoir, mais j'ai pas tort, hein, décevoir le projet de loi que vous avez. Je ne crois pas que c'est là-dessus que ça va se battre. Ça va se battre sur le pourcentage de ce que les entreprises dans leurs bénéfices, consacrent à l'autofinancement pour investir en France. Ça va se bagarrer sur donc, la réindustrialisation, sur la recherche. Et sur l'impôt mondial sur les multinationales. Ça va se bagarrer, parce que vous parliez d'un impôt minimal pour toutes les entreprises dans le monde. Ça va changer, parce que les Américains la feront, cette taxe sur les multinationales, sur les GAFA, même si les Européens ne suivent pas. Oui, ça va changer, mais si vous voulez, vous avez une logique aujourd'hui qui est celle d'une période totalement incertaine, incompréhensible, avec des banques centrales qui rachètent semaine par semaine ce qu'il faut pour maintenir les taux bas. Ça ne va pas bouger, ça ne bougera pas dans les 2 ans qui viennent. Personne ne prendra ce risque-là. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis que je suis prêt à m'engager. On peut se réjouir d'avoir des banques centrales qui rachètent de la dette pour financer la bagarre va porter en France, et je trouve que c'est d'ailleurs souhaitable, sur l'investissement, sur la capacité de réutiliser l'argent, sur les gains, les profits sur de l'investissement en France, en techno. Je prends juste un chiffre. Il se trouve que je viens de faire un truc on prenait les chiffres de R&D en France. On est à 2,2% du PIB. 2,2% du PIB. Il se trouve que tous les pays qui marchent bien en Europe sont à plus de 3%. Vous voyez, c'est ça les sujets qui vont avoir lieu. C'est très clair. Voilà. Adrien Quatennens, Jean-Hervé Lorenzi vous le dit, et d'ailleurs Marie Lebec aussi, au fond, c'est sur la relance. Et quelle relance que va se jouer la sortie de crise? C'est-à-dire des dépenses d'avenir, dans l'investissement, dans la recherche et le développement. Et c'est sur ces sujets-là qu'on est à la traîne. Au fond, même symbolique, votre proposition de loi ne permettrait pas de relancer véritablement ou de financer l'économie de demain. En tout cas, de dégager des marges de manœuvre. Allez-y. Non, mais il y a eu un échange intéressant sur est-ce que le fait que Joe Biden, alors moi j'en suis d'accord, hein, le modèle social des États-Unis n'a rien de comparable avec le nôtre. Mais néanmoins, il y a cette pente qui consiste à dire le ruissellement, ça ne marche pas, on va taxer les plus riches. Est-ce qu'il va y avoir un effet de contagion d'un point de vue idéologique? Très franchement, aujourd'hui, on doit saluer une victoire. Emmanuel Macron s'était opposé à la levée des brevets sur le vaccin,
À l'Organisation mondiale du commerce, la France, contrairement à ce qui est raconté aujourd'hui par M. Beaune et M. Macron, la France avait voté contre la levée des brevets. À l'OMC À l'OMC, pardon. Ça, on n'a pas vu la trace de l'opposition française. La France s'est opposée à l'OMC à la levée des brevets. C'est vrai ça, Marie Lebec, la France s'est opposée je veux dire, allez voir les faisons du fact-checking, j'avoue. D'accord. La France s'est opposée à la levée des brevets. Biden aujourd'hui dit qu'il Biden hier dit on va lever les brevets. Et M. Macron aujourd'hui dit bon, on l'a toujours proposé, alors qu'en réalité c'est pas tout ce qu'il faisait. Donc alors on termine là-dessus parce que non, mais attendez, parce que ça c'est une question d'avenir. Allez-y. Ensuite, la question c'est qui va payer la crise. M. Biden fait un choix aux États-Unis, en France, M. Macron en fait un tout autre, disons-le quand même. Qui va payer ? Mais M. Macron nous l'a dit, il a l'intention de faire 2,3 milliards d'économies sur le dos des chômeurs avec la réforme de l'assurance chômage. C'est ça que ça veut dire. Il annonce le retour de l'austérité budgétaire pour le quinquennat prochain. Donc non mais c'est clair, je veux dire, le plan de relance qui a été présenté et les engagements qui ont été pris dans la Commission européenne, ça vaut programme économique pour la prochaine campagne présidentielle. On creuse la dette en pariant sur la croissance. Sur la question de la dette. D'abord, ce n'est pas un économiste qui me démentira, on n'a jamais commencé à rembourser en réalité le capital, on rembourse que les intérêts. Aujourd'hui, les taux sont bas, on n'est pas à l'abri qu'ils se relèvent. La question qu'on doit tous se poser maintenant, face aux grands défis qui sont devant nous, notamment la bifurcation écologique, que doit-on faire ? Et oui, il faut la relance, mais pas n'importe laquelle. Moi, je veux relancer l'économie, en effet, je veux que la France soit, pour le dire autrement, aux avant-postes de la bifurcation qu'il y a lieu de faire. Et là, on a un vrai souci sur l'investissement productif. Je termine d'un chiffre. Rapidement, parce que le débat s'achève. Les 10 dernières années, en France, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%. Vous l'avez dit. Les salaires, eux, le salaire minimum n'a progressé que de 10%. Et l'investissement productif a reculé de 5%. Eh ben on verra. Donc on a un vrai problème. Et quand M. Macron libère les énergies, en réalité, il ne se dirige pas forcément du bon endroit. Il faut un État stratège qui organise l'économie. Merci beaucoup. On verra si il y a des passerelles possibles avec au fond, des correspondances politiques improbables à l'aune de ce vent Biden qui souffle et qui surprend tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi. Merci Marie Lebec d'être venue sur le plateau d'LCP. Vous restez avec moi, Adrien Quatennens. On va aborder un tout autre sujet. À présent, la laïcité. Votre parti est souvent montré du doigt pour ses ambiguïtés sur ces questions. Pour en parler, on va accueillir le politologue Patrick Weil. Il signe un livre passionnant sur le sujet. De la laïcité en France, c'est aux éditions Grasset. C'est un court essai qui revient dans le détail à l'esprit et surtout à la lettre de la loi de 1905, matrice juridique de la laïcité. Avant d'accueillir Patrick Weil, son auteur, on avait envie de vous remontrer un extrait du discours d'Aristide Briand pendant le débat dans l'hémicycle à l'époque, débat non filmé bien sûr, mais reconstitué par de très grands comédiens. Vous allez le voir, c'est dans une fiction, ça s'appelle La séparation production LCP 2005. Regardez. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine. Et pour qu'il en fût ainsi, il fallait que la séparation ne donnât pas le signal de lutte confessionnelle. Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissât la faculté de s'exprimer librement. Nous l'avons faite de telle sorte que l'Église ne puisse invoquer aucun prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses. Vous ne pourrez plus, demain, aller dire aux paysans, aux catholiques de France, que la majorité républicaine de cette Chambre s'est montrée à votre égard persécutrice et tyrannique, car elle vous aura généreusement accordé tout ce que raisonnablement vos consciences pouvaient exiger, la justice et la liberté. Bonsoir Patrick Weil. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous signez ce livre de la laïcité en France chez Grasset. Cet extrait d'Aristide Briand résume bien l'esprit de compromis qui a présidé à l'écriture de cette loi de 1905, laisser libre le culte en tant que culte, mais l'empêcher de se retourner contre l'État. Est-ce que c'est toujours ça la laïcité aujourd'hui ? La laïcité, c'est d'abord du droit, c'est une loi. Mais c'est une loi dont on a oublié la plupart des articles. C'est-à-dire que on a l'article 1 qui garantit la liberté de conscience et le libre exercice de culte organisé selon des dispositions législatives qui suivent. Il y a la séparation il faut rappeler qu'avant 1905, les Français payaient les salaires des curés, des pasteurs, des rabbins. Donc la séparation, c'est les cultes s'auto-organisent. La fin du mais c'est financement. aussi une séparation spirituelle avec l'Église catholique.
c'est une loi de souveraineté de la République. C'est-à-dire que la loi rompt le concordat, mais pas en négociant avec le Vatican, c'est par un acte de souveraineté que la laïcité s'instaure. Et d'ailleurs, ça a aussi ce sens, le terme de laïcité. Mais toutes les libertés dont on vient de parler sont garanties par des dispositions pénales, parce que sinon elles sont dans l'air, les libertés. Si vous dites, vous avez la liberté... Avec des peines de prison à la clé, avec des sanctions... Si vous faites pression sur quelqu'un pour lui forcer à porter un signe religieux ou l'en empêcher si cette personne a le droit, vous pouvez aller en prison. Si vous troublez un culte, vous pouvez aller en prison. Et si le responsable d'un culte se met à faire de la politique et à s'attaquer aux instituteurs ou aux livres scolaires, il peut aller en prison. Alors, et toute cette dimension-là avait été oubliée. Occultée. Mais voilà, c'est pour ça que vous revenez au droit, vous revenez aux articles, à leur application, vous allez dans la jurisprudence aujourd'hui. Qu'est-ce qui, au fond, ne va plus de soi avec cette question de la laïcité? Regardez les sondages. 52% des lycéens sont contre l'interdiction des signes religieux au lycée. Qu'est-ce qu'on a raté pour que des professeurs ne soient plus capables d'enseigner cette laïcité, comme leur a demandé Jean-Michel Blanquer pendant 2 heures de séance après l'assassinat de Samuel Paty? Justement, ces 2 heures de séance ont été annulées. Parce que justement, les professeurs n'avaient pas les moyens de faire cet enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une forme d'échec. Il y a une forme d'échec de la transmission de ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est quand j'ai vu, quand les 2 heures ont été annulées, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose, que les profs, que les adultes, que les parents, que les parlementaires, que les gens puissent se rappeler et comprendre pratiquement comment la loi a été faite, parce que à la fin, je crois que c'est d'une clarté évidente. Tout c'est clair, si j'ose dire. Et je dirais que le gouvernement n'avait même pas en tête ce que je raconte dans ce livre quand il a présenté et travaillé sur le projet de loi. On l'a vu dans les débats au Sénat. Il ne connaissait pas l'article 35, dont on va peut-être parler, qui aurait permis, par exemple, après l'assassinat de Paty, on a trouvé que l'imam d'une mosquée avait posté sur le Facebook de la mosquée la vidéo qui a probablement contribué à sa décapitation. La mosquée de Pantin. La mosquée de Pantin. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a fermé la mosquée, ce qui a puni en quelque sorte les fidèles qui n'avaient rien fait, et n'a pas poursuivi l'imam. Alors que c'est ça l'article 35. C'est l'article 35. Et interrogé sur cet article... L'imam poursuivi, peine de prison possible, mais pas les fidèles. Avec une fermeture c'est ça que la justice, tout le monde est d'accord. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, c'est logique. Et alors, interrogé sur cet article 35 au Sénat, M. Darmanin a dit qu'il n'avait jamais été appliqué. Je montre dans mon livre qu'il a été appliqué des centaines de fois à l'égard de curés, d'évêques et même d'un cardinal qui menaçait les enfants catholiques de les priver de première communion ou les instituteurs ou les parents. Vous dites qu'on méconnaît cette loi jusqu'au sommet de l'État. Et le ministre de la Justice a dit qu'il n'était pas le Dalloz, qu'il ne savait pas répondre. Donc vous voyez, on en était. Bon. Adrien Quatennens, c'est intéressant d'entendre d'abord Patrick Weil qui nous ramène à la loi qu'on n'a pas voulu toucher, parce qu'à un moment donné, il était question, elle a été parfois réformée, mais au moment, il y a quelques mois, cette question s'est posée. Est-ce qu'il faut réformer 1905 face à des attaques contre la République qu'on peut voir dans le pays, le terrorisme bien sûr, mais aussi l'islamisme politique. Comment vous comprenez que beaucoup de jeunes aujourd'hui considèrent que la laïcité est devenue une forme de discrimination, qu'elle est devenue discriminatoire? Parce que ce type de travaux n'est pas assez mis en avant. Et parce que beaucoup de responsables politiques, eux-mêmes, soit la méconnaissent, j'en suis d'accord, soit l'utilisent pour d'autres desseins. Quand vous voyez les débats qu'on a eus à l'Assemblée sur le texte sur le séparatisme, d'ailleurs, il y a la Libre Pensée qui avait salué le travail de la France Insoumise, qui a tenu bon sur la ligne républicaine et laïque jusqu'au bout. On a ce sentiment que la laïcité est dévoyée pour en faire finalement, alors ils sont là avec la laïcité, la République, dans leur parure républicaine, à distribuer des brevets de républicanisme aux uns aux autres, mais en réalité, la laïcité, l'impression qu'on en a quand on suit ces débats, c'est que finalement, elle est devenue un joli mot, soit pour détester une religion, soit pour faire de la géométrie variable. Et en fait, la laïcité, précisément, c'est pas la géométrie variable. C'est la non-discrimination, la liberté de culte, la séparation des églises et de l'État, et c'est la même pour tous. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Vous savez, moi, la France insoumise, notre ambition, c'est d'être aussi le mouvement de la République jusqu'au bout. Oui, mais justement, j'aurais une question sur ça, parce que quand on a fait souvent des procès pour certains d'entre vous. Quand on a liberté, égalité, fraternité sur le fronton de toutes nos institutions,
c'est un contrat politique. Et aujourd'hui, c'est toujours inachevé. Est-ce que vous vérifiez liberté, égalité, fraternité en droit et partout sur le territoire de la République? Non, ce n'est pas le cas. Alors, donc on a vraiment un travail essentiel de pédagogie. Et à mon avis, ce livre, il concourt, sans doute. Et moi, j'ai hâte de le lire. Cette question du texte baptisé « Renforçant les principes de la République », autrement dit, lutte contre le séparatisme. Vous êtes assez sévère avec ce projet de loi parce que vous considérez qu'il ne concerne pas, au fond, la laïcité. Non, c'est-à-dire que quand on affiche le principe de liberté, par exemple, les élèves, l'interdiction des signes ostensibles, si je leur dis, il y avait, ce qui s'est passé, j'étais à la commission qui a proposé, la commission Stasi, à l'époque, le voile était autorisé dans les cours de récréation et dans les salles de classe. Il y avait des groupes de garçons qui repéraient des filles qui percevaient comme musulmanes, qui ne portaient pas le voile. Ils allaient les voir en disant « Tu ne portes pas le voile, donc tu as fait le choix de ne pas le porter, donc tu es une mauvaise musulmane, une mauvaise sœur, on va te faire la poêle à récré, etc. » Ça, c'est une pression. C'est pénalement répréhensible. Ils auraient pu aller en prison au titre de l'article 31. Bon, on ne va pas traiter des enfants de 13 ou 14 ans de la même manière que des adultes. Donc, on a décidé d'interdire la cause de la pression, mais c'est une loi anti-pression. Et une fois quand moi je la présente comme ça, les gamins et les gamines des écoles le reconnaissent qu'il y a des pressions. La loi de 1905, c'est la liberté de croire, de ne pas croire, sans pression. Et les sans pression, c'est super important de le rajouter. Et à partir de là, on est d'accord. Vous disiez tout à l'heure, Adrien Quatennens, que le triptyque républicain partout sur le territoire, la France insoumise républicaine, je veux vous soumettre, parce que c'est vrai qu'on a pu voir, et on revient à cette manifestation du 10 novembre 2019, contre l'expression d'islamophobie. Il y a certains élus qui ont signé un appel, et dans cet appel, il y a au fond une liste de lois, notamment celle de 2004, qui est considérée comme liberticide. La loi de 200004 n'est pas citée, nous on est favorable à la loi d'interdiction des signes religieux à l'école. Elle est citée, cette loi. Non, elle n'est pas citée. Dans le texte, ils disent des lois liberticides, mais ils ne disent pas lesquelles. Mais moi, je vais vous dire une chose. La manifestation dont vous parlez, Myriam Mankawa, je l'affirme sur votre plateau, les républicains, les vrais, devaient y être. Je vous explique pourquoi. Mais vous n'y êtes pas allé vous-même. Je vous explique pourquoi. Mais attendez, la France Insoumise y est allée. Il se trouve que moi, j'avais des engagements ce jour-là personnels, mais la France Insoumise y est allée et nous soutenons cette manifestation. Pourquoi? Cette manifestation, rappelez-vous quand même, elle fait suite à un attentat contre un lieu de culte. D'accord? Quel que soit le culte, quand Madame Knoll a été victime d'un assassinat antisémite, nous y étions. Quand une mosquée est attaquée, nous y sommes. Quand une église est attaquée, nous protestons. Il n'y a pas de géométrie variable possible. Même si dans les cortèges et dans cet appel, il peut y avoir des ennemis de la laïcité. Écoutez-moi, je manifeste à peu près tous les mois, sinon plus en ce moment, dans des mobilisations sociales. Je n'ai pas envie d'être associé aux casseurs qui parfois sont présents dans ces manifestations. Devrais-je, parce qu'eux sont là, ne pas y être moi-même? Alors dans cette manifestation du mois de novembre, c'est vrai, je le dis, il y avait dans cette manifestation des islamistes politiques que nous combattons politiquement. Je le dis très clairement. Pour autant, ne fallait-il pas en républicain y être? Dans ce cortège, vous avez des tas de personnes de confession musulmane qui ont crié leur amour de la laïcité, qui ont chanté la Marseillaise. Moi, je veux le dire, être républicain, ça n'est pas simplement se parer derrière de jolis mots. Par exemple, la laïcité, c'est aussi la non-discrimination et l'égalité en droit. Alors, c'est dit. Donc, les républicains... Non, mais je suis désolé. Donc, les républicains... La non-discrimination en droit? Non, c'est pas vrai. C'est l'égalité en droit. Je vais vous contredire. C'est l'égalité en droit. Juste d'un mot. Par exemple, la laïcité, et c'est pas Patrick Veil, pour le coup, qui me dira l'inverse, on a un gros souci aussi, c'est que la loi de 1905, qu'il nous charge absolument de rappeler dans ce livre, elle n'est pas appliquée sur tout le territoire de la République. Nous sommes les seuls dans cette Assemblée à avoir réclamé l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle. Parce que l'histoire de Strasbourg, ah non, c'est le même sujet, c'est 1905. L'histoire de Strasbourg, la polémique sur le financement des lieux de culte. Moi, je suis opposé à tout financement public des lieux de culte. Bien, on va pas parler d'Alsace-Moselle. Si la loi de 1905, dont Patrick Veil rend hommage aujourd'hui à juste raison, s'appliquait sur tout le territoire français et que la laïcité n'était pas à géométrie variable, alors cette affaire n'aurait pas eu lieu. Qu'est-ce que vous voulez dire à Adrien Quatennens? La laïcité n'a rien à voir avec la question de la discrimination. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en 1905, quand la loi passe, il y a une discrimination homme-femme. Les femmes ne sont pas les égales des hommes. Et pourtant, la loi de 1905, c'est la même qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que dit la loi? Elle oblige l'ensemble des citoyens et les religieux à respecter les lois de la République, pas les valeurs, les principes. Donc la loi de la République, à l'époque, elle est discriminatoire. Bon. Aujourd'hui, elle ne l'est plus.
Donc c'est ça qu'ils doivent respecter. C'est toutes les lois de la République, y compris les lois antidiscrimination. Mais ça n'est pas... C'est ça qu'ils doivent... Alors concernant l'Alsace-Moselle, il y a eu une tentative en 1924. La gauche, quand elle est revenue au pouvoir après la Première Guerre mondiale, a essayé de mettre l'Alsace-Moselle dans le régime général. Ça n'a pas marché. Alors moi, je trouve qu'on arrive à un moment où peut-être qu'on pourrait consulter les Alsaciens mosellans, leur dire, voilà, souhaitez-vous revenir, rentrer dans le régime général. Je pense que ce serait une bonne façon de résoudre cette question. C'est étonnant. Merci. On va s'arrêter là parce que vous voyez... 1905. Vous voyez, en tout cas, le débat est ouvert. Vous lancez un appel. Moi, je veux bien un exemplaire du livre. Alors, je pense même que vous pourrez en avoir un exemplaire dédicacé. En tout cas, c'est passionnant de replonger dans ce débat de 1905 et de revenir, grâce à vous, Patrick Weil, à tous ces débats d'actualité de la laïcité en France. C'est chez Grasset. Merci, merci beaucoup. On va passer à présent à un tout autre sujet, le pass sanitaire. Pour terminer avec vous, Adrien Quatennens, le pass sanitaire intéresse énormément les Français. À partir du 9 juin prochain, il va s'inviter dans notre smartphone. On en parle tout de suite. Merci à vous. Alors, je vous le disais, le pass sanitaire, certains pays comme Israël ou l'Allemagne l'ont déjà adopté. Chez nous, c'est une toute autre version qui est à l'étude à la commission des lois. À quoi va-t-il servir? Va-t-il créer des discriminations entre les vaccinés et les non-vaccinés? Pass sanitaire, mode d'emploi. C'est un sujet de Marco Pommier. Regardez avant d'accueillir nos invités. Vibrer dans un stade de football, danser lors d'un festival de musique, se rendre dans un salon, autant d'activités qui nécessiteront un pass sanitaire dès le mois de juin, un document qui semble faire son chemin dans l'esprit des Français. Selon un sondage Elab, 63% y sont favorables. Je suis partisan de ce pass qui nous permettra d'être tous en sécurité. Voilà. Donc il faut le mettre en place et rapidement. Je pense que ça éviterait de laisser continuer à circuler le virus. Donc je pense que je serais complètement favorable à ça. Concrètement, ce dispositif sera obligatoire pour accéder aux lieux ou événements qui rassemblent plus de 1000 personnes. Vous obtiendrez le pass sanitaire si vous êtes vacciné, si vous avez été contaminé récemment ou si vous présentez un test négatif de moins de 48 heures. Le précieux sésame sera disponible au format papier ou numérique avec l'application Tous Anti-Covid. En commission des lois, un sous-amendement proposé par la majorité a été adopté pour exclure de ce pass les activités de la vie quotidienne. Cette rédaction exclut de fait tout usage d'un pass sanitaire pour des activités de la vie courante. J'avais eu l'occasion de m'exprimer devant vous il y a quelques mois, vous disant qu'à titre personnel, je n'étais pas favorable à un pass sanitaire pour aller au resto, au ciné, pour des activités de la vie quotidienne. Je vous confirme que la position du gouvernement n'est pas d'utiliser un pass sanitaire pour de telles situations. Donc on est vraiment dans des situations assez exceptionnelles, je dirais. Ce n'est pas des activités de la vie courante. Le projet de loi a été adopté en commission, de nombreuses questions demeurent et les directeurs de festivals s'inquiètent des surcoûts financiers liés à ce pass sanitaire. Ce qui est sûr, c'est que ça va demander du matériel, ça va demander beaucoup de personnel en plus, à la fois en amont et en préparation, et à la fois sur les événements, et qu'aujourd'hui, les économies sur lesquelles on s'était engagé n'avaient pas prévu ces dispositifs-là. Donc là, ça va être un vrai problème. Un pass sanitaire qui s'ajoutera au certificat vert numérique mis en place au niveau européen pour voyager à l'étranger. Et pour passer au crible, ce pass sanitaire qui ne dit pas son nom d'ailleurs, dans le projet de loi, on appelle ça un document. Yaël Braun-Pivet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député La République En Marche des Yvelines. Et puis le metteur en scène Didier Fusilier est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi depuis 2015 président de l'établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette. Autant dire que des espaces de plus de 1000 personnes, il y en a et il y en a beaucoup. On y vient dans un instant. Pourquoi un choix à minima, Yaël Braun-Pivet? On a l'impression que dans d'autres pays, je vous pose une question un peu provocatrice pour commencer, mais les États-Unis, Israël, on a un QR code, ok, on va au restaurant ou on mange à l'extérieur si on ne peut pas y pénétrer, mais on vaccine et les choses avancent très vite. Et donc ça a servi quelque part d'incitation à puissance énorme. Pourquoi on n'a pas pu choisir ça? C'était impossible?
Parce que nous sommes dans un pays qui a des règles de vie différentes, qui a une constitution. Ça pose des problèmes et des questions de liberté publique. Et donc moi, quand j'ai vu que ce sujet prenait justement à l'exemple dans certains pays avec des entrées dans des salles de sport, etc., j'ai souhaité organiser en commission des lois, mais il y a de cela 6 semaines ou 2 mois, une table ronde avec des professeurs, des membres du Conseil d'État, et nous avons débattu et ils nous ont fixé les bornes constitutionnelles qui leur semblaient être les bonnes. Donc il fallait à tout prix que ce pass ne soit pas discriminant. Notamment, et donc ne touche pas la vie quotidienne, théâtre, cinéma, restaurant. Parce que le vaccin aujourd'hui n'est pas accessible à tous, qu'il y a aujourd'hui, notre population est vaccinée à peu près à hauteur de moins de 20 millions de personnes, et donc ça serait trop discriminatoire, et surtout qu'il fallait vraiment que ça ne touche pas la vie quotidienne, il ne fallait pas... Tout le monde est d'accord à l'Assemblée sur ça. Et ça, tout le monde est d'accord, mais c'est une borne qui nous a été fixée en commission des lois lors de ces auditions. Et donc, ce que nous avons voulu faire en commission, c'est trouver un entre-deux qui est de dire, nous pensons que pour les grands événements où il y a du brassage, où les gestes barrières ne sont pas forcément respectés, là, il nous semble que pour permettre la reprise de ces grands événements, puisque c'est quand même ça que l'on souhaite aussi, il faudrait installer un pass sanitaire, mais... À 1000 alors, on n'a pas défini de jauge pour le moment. Donc, la jauge va être discutée la semaine prochaine dans l'hémicycle. Aujourd'hui, il n'y a pas de jauge qui est fixée dans la loi. Pas de jauge pour l'instant, intérieure ou extérieure? Donc, voilà, ce sont toutes ces questions qui se sont posées en commission des lois. Une jauge, intérieure ou extérieure? Quel type d'événement? Est-ce que, par exemple, ça couvre des événements liés à la religion? Est-ce qu'un pèlerinage doit être considéré comme un festival? Donc, ça, c'est des questions qui se sont posées. Ce chiffre de 1000, il a été donné par le gouvernement. Il a été donné par le gouvernement. Le sujet, c'est est-ce qu'on le met dans la loi pour vraiment le borner strictement. Et moi, ce que j'ai voulu porter qui a emporté la conviction des commissaires aux lois en commission, c'était de dire il faut que la loi soit très claire pour dire que n'importe quel restaurateur, propriétaire de cinéma ne peut pas exiger un pass sanitaire pour accéder à son établissement. Ça, moi, je veux être très clair et je veux que ça soit marqué noir sur blanc dans la loi pour que nos concitoyens puissent l'opposer à toute personne qui aurait l'idée d'en faire un argument commercial en se disant venez dans mon restaurant, chez moi, vous êtes tranquille. Il y a une extrême vigilance là-dessus à l'Assemblée nationale. Il y a même eu un sous-amendement au projet de loi dont vous parlez pour marquer cette limite très, très claire. Didier Fusier, expliquez-nous un petit peu comment vous avez pris toutes ces nouvelles. Partons du seuil de 1000, puisqu'on a l'impression que c'est sur celui-là qu'on va atterrir. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour vous? Est-ce que vous avez été consulté? Vous avez beaucoup de salles, intérieures, extérieures. Est-ce que ça vous semble approprié, ce pass sanitaire à 1000 personnes? Vous savez, les professionnels sont très impatients de savoir effectivement quelles seront les conditions, notamment cet été, puisqu'on imagine bien que dès qu'on va pouvoir sortir un peu plus tard, les manifestations vont avoir lieu. Et l'idée que nous avons avec pas mal de professionnels, notamment un groupe qui s'appelle Technopole, avec lequel nous avons imaginé des UT, c'est-à-dire des zones urgentes temporaires de la fête. C'est un mot inventé par Rimbaud et Verlaine en 1872. On est à peu près à un anniversaire important. Et, vite aux UT. Voilà, ZUT. Voilà, on s'est dit, ça c'est parfait, c'est en train de prendre partout en France, c'est-à-dire respecter les règles sanitaires au moment où les concerts auront lieu. Donc s'il faut être tous assis, on est tous assis. Si on peut se mettre debout, on est debout. Nous ne sommes pas là pour faire les lois, mais au moins pour essayer de les faire respecter, pour qu'on se sente en sécurité, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'on est dans une pandémie qui est toujours là, qui est grave. Et donc, effectivement, il y en aura à Lille, il y en aura évidemment à la Villette, en Seine-Saint-Denis, mais aussi au Louvre. Mais vous comprenez on est en train de lancer cette condition exigée, elle vous semble quand même justifiée. Ce serait des super clusters au-delà de 1000. Donc, c'est vaccination, test PCR négatif, ou si on peut prouver qu'on a eu le virus et qu'on est évidemment guéri. On s'est rendu compte quand même que dans les concerts extérieurs, notamment les tests menés en Espagne, il n'y avait eu aucun cluster, aucune contamination. Donc c'est la question que vous souleviez tout à l'heure, c'est vraiment l'intérieur et l'extérieur. Est-ce qu'on considère une salle, une grande salle, on parlait du Zénith tout à l'heure, comme un extérieur ou pas? Et là, vraiment la question est comment on fait respecter les choses. Ça change tout pour vous. Et un test PCR, si à chaque fois que vous allez au concert à plus de 1000, on y est très vite, à plus de 1000, il faut un test PCR
experts, avec des analyses. Enfin, vous comprenez, la situation risque de glisser vers des fêtes sauvages, ce qu'on veut éviter à tout prix, parce qu'effectivement, ça va encore atteindre le monde de la nuit, qui est très très touché aujourd'hui. Les clubs sont fermés, les discothèques sont fermées, et pour longtemps, le président de la République n'a pas annoncé la réouverture. Donc, il y a là aussi un grand public qui est sevré, qui a besoin. Adrien Quatennens, le législateur est dans une position très, très importante sur ce sujet-là, qui intéresse énormément les Français et qui attendent de savoir à quoi va ressembler ce pass. Il y a des aspects très pratiques sur le smartphone, mais il y a aussi cette question de la jauge intérieure-extérieure et cette question des libertés. Vous croyez qu'on peut trouver une forme d'unanimité sur tous les bancs avec un texte pareil ou pas? Incontestablement des points d'accord. Moi, je vais un peu plus loin parce que je trouve que vous voyez, depuis le début de la crise sanitaire, par exemple, on n'a pas vu qu'on réclamait à des travailleurs un pass sanitaire pour parfois se mettre dans des situations qui, de mon point de vue, sont peut-être plus risquées en termes de contamination que celles qui pourraient être soumises à l'exigence du pass sanitaire. On a vu pareil dans les magasins, on a vu des files d'attente souvent très nombreuses, je pense à des grands centres commerciaux, des grandes surfaces, et on n'a pas vu qu'il fallait un pass sanitaire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire alors? Du fait que ce pass sanitaire, dans un moment où on espère tous pouvoir souffler un peu, s'émouvoir, respirer, danser, chanter, ne concerne que les moments de loisirs. Voilà, moi c'est une inquiétude que j'ai et je préférerais que plutôt on se charge de créer les conditions. Bien évidemment, il y a la montée en puissance de la vaccination. Vous pensez à quoi? Les hypermarchés, il n'y en a plus beaucoup. À quel endroit vous pensez où il faudrait élargir à la question des... Aujourd'hui, vous le savez, moi j'ai découvert dans le cadre de cette crise qu'il n'y avait pas qu'en politique qu'il y avait beaucoup de dissensus, que même les scientifiques ne sont pas toujours d'accord, que par exemple sur la question du vaccin, donc moi je pense qu'il faut monter en puissance sur le vaccin. On sait qu'il est efficace pour limiter les formes graves, mais il y a encore... Mais pas au moyen d'un pass sanitaire sur la question de la transmission. Moi je pense que plutôt que le pass sanitaire, ce que devrait faire Emmanuel Macron vraiment, surtout dans un moment où, disons, on peut se le dire, il a décidé de faire surtout de la politique. Rappelez-vous qu'il nous avait dit pour déconfiner... Vous en faites aussi, Adrien Quatennens. Mais la différence de lui, moi je m'en cache pas, Myriam Mankawa, d'accord? Il nous avait dit, Emmanuel Macron, pour déconfiner, il faut atteindre à peu près 5 000 par jour. Vous n'aurez pas échappé qu'on est bien au-delà aujourd'hui. On est à encore plus de 30 000. Donc on a cette impression finalement, une nouvelle fois, je le crains, d'un déconfinement hasardeux. On a un calendrier, très bien, on en a besoin. Mais par exemple, vous parliez des salles comme le Zénith. Mais qu'est-ce qu'on attend pour équiper ces lieux, dont j'espère qu'ils réouvrent le plus vite possible, en purificateurs d'air ? Organiser des protocoles sanitaires. Le secteur de la culture est hyper mobilisé. Ils sont disponibles pour imaginer des protocoles sanitaires qui permettront la limitation de la circulation du virus. Alors, on va revenir au pass sanitaire. On même si j'ai compris qu'il y avait beaucoup de garde-fous sur l'aspect discriminatoire. Mais ça, sur les questions de liberté... Attention au fait que ce pass sanitaire ne soit pas réservé... On sent que vous êtes d'accord. Écoutez-moi, que ce pass sanitaire ne soit pas réservé au moment de loisirs. Sinon, de fait, il y a une discrimination aussi. Oui, je ne comprends pas, parce que si il n'est pas réservé aux situations de loisirs, à quelle autre situation souhaitez-vous qu'il s'applique? Vous souhaitez... Pour moi, il y a une forme de cohérence. Soit il est exigé partout, soit on n'en a pas besoin. Et moi, je pense plutôt qu'un pass sanitaire, ce qu'il faut, c'est bien évidemment monter en puissance sur la vaccination et établir, avec le calendrier annoncé par le président de la République, des protocoles sanitaires tellement stricts qu'on limitera la circulation du virus. Donc en fait, vous êtes contre le pass sanitaire lui-même. Oui, voilà, c'est ça. Donc vous êtes contre. Mais on ne peut s'en passer que si on a de véritables protocoles sanitaires et des alternatives au confinement. Regardez par exemple, on sait faire. Il y a plein de boîtes françaises qui produisent ces purificateurs d'air. Pourquoi dans des salles de spectacle on ne pourrait pas les mettre? Dans des salles de cinéma, on peut le faire. C'est un peu toujours la même chose avec vous. Vous êtes contre. Avec vous aussi, on va essayer de revenir parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à savoir juste à quoi va ressembler ce pass, qu'est-ce qu'il va permettre, qu'est-ce qu'il ne va pas autoriser. Donc, revenons sur cette question-là. Vous nous avez dit, il y a une certitude, il n'y aura aucun caractère discriminatoire. C'est-à-dire, pas de lieu de... Est-ce que c'est quand même une forme de discrimination que d'exiger des conditions sanitaires pour aller voir un méga concert ou aller à un festival ? Ça reste une différence, ça vous l'acceptez. Alors, ça reste une différence. Maintenant, ce qui est important, c'est que comme ça n'est pas uniquement quelque chose qui est basé sur la vaccination, mais que aussi on peut accéder à ces lieux avec un test PCR négatif ou avec la preuve de son immunité, s'il s'agit de moments exceptionnel, on n'est pas dans quelque chose de discriminatoire. Ça devient discriminatoire si vous êtes dans des lieux que vous allez fréquenter au quotidien et pour lesquels, par exemple, une personne vaccinée va avoir un accès illimité alors qu'une personne non vaccinée va devoir se faire un test à chaque fois. Et on imagine que les jauges pourraient évoluer dans le temps. Oui, et puis si c'est dans votre vie quotidienne, vous ne pouvez plus fonctionner au coup de cœur. Vous ne pouvez plus passer devant un cinéma et vous dire je vais aller voir ce film parce que là, c'est discriminatoire. Vous êtes vacciné, vous pouvez. Vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas
aller vous faire un test PCR. Didier Fusilier, vous avez énormément de salles, diverses, voilà, des extérieurs, des intérieurs. Comment on fait concrètement dans ce moment-là pour s'organiser ? Vous avez déjà quand même beaucoup de lieux qui sont en dessous de 1000 personnes. Donc la jauge des théâtres, on voit beaucoup d'images là passer en ce moment des théâtres, le théâtre de l'Odéon, même la Philharmonie peut organiser aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi une limitation en mètres carrés. La ministre a annoncé qu'on pourra être debout, heureusement, parce que je ne vois pas comment on va tenir des jeunes assis par terre pendant un grand concert, mais 4 mètres carrés. Alors 4 mètres carrés, c'est quoi exactement ? Il y a toute une série de choses qui vous semblent complètement inapplicables, en fait. Non, ça n'est pas inapplicable. Je crois que c'est nécessaire d'avoir effectivement une clarification assez simple, mais surtout qu'on puisse évoluer. On voit bien qu'on se vaccine, on est de plus en plus vaccinés, que les jauges puissent évoluer peut-être. Qu'on ne fixe pas pour tout l'été une décision en avril pour le mois de septembre. Ça n'a l'air de rien, mais je crois que si par exemple les tests salivaires sont acceptés, ça va aider beaucoup, parce que vous imaginez à chaque fois un test PCR. Vous pouvez garantir à Didier Fusilier d'un mot, mais d'où l'importance en fait. Moi, que ça va évoluer les critères. Mais je crois justement que nous, législateurs, on doit borner dans la loi et avoir ces grands principes, et après effectivement laisser au gouvernement de la souplesse dans des décrets qui vont permettre justement cette adaptation réclamée au fil du temps et cette souplesse, parce qu'il faudra évidemment évoluer. Mais à nous, législateurs, d'être très vigilants et de mettre les bornes que nous souhaitons. Je peux vous dire qu'on va suivre attentivement ce débat qui passionne les Français. Merci beaucoup. Merci Didier Fusilier, Yael Braun-Pivet. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'être venu sur le plateau d'LCP, de vous être prêté au jeu de ces différentes séquences de Ça vous regarde. À demain.